Rencontre Tshisekedi, Martin Fayulu au Palais de la Nation le jeudi 5 juin 2025. Cette rencontre continue encore une fois d'alimenter l'actualité et les commentaires, ce soit dans les médias traditionnels tout comme sur les réseaux sociaux. La présence de Joseph Kabila à Goma en train de consulter. Alors, sa présence à Goma suscite également beaucoup d'inquiétudes, beaucoup aussi d'interrogations, beaucoup d'analyses sur la présence de l'ancien président Joseph Kabila à Goma à la suite de la levée de ses immunités en tant que sénateur à vie. Mois de juin 2025, le mois de juin marquera une année que Madame Judith Suminwa a été investie comme première ministre. Elle a reçu le plein pouvoir en juin 2024. Nous sommes en juin 2025, une année après. L'heure est à faire maintenant l'évaluation de ses actions et de ses promesses. Élection de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité de l'ONU. La RDC a donc été élue comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période de 2026-2027. Elle a également intégré le bureau de l'Assemblée générale des Nations Unies, ce qui est une nouvelle qui est à saluer, surtout que la RDC a été à ce rang où dans les institutions des Nations Unies, il y a de cela plusieurs années, c'était sous le maréchal Joseph Désiré Mobutu. Mesdames et messieurs, processus de Washington, processus de Doha, Luanda, Lomé ou encore Nairobi, sans oublier l'initiative de la 5OSCC. Mesdames et messieurs, nous allons aborder toutes ces questions d'actualité avec un cadre de l'UDPS Tshisekedi. Monsieur Edouard Kabouaï. Monsieur Edouard Kabouaï, il est au cadre du parti présidentiel. Bonjour, monsieur Edouard Kabouaï. Bonjour, très cher Dan Zeng, pour l'honneur et l'invitation nous accorder pour que nous parlons avec les Congolais. Comment se porte Augustin Kabouya et Deo Bizibou? Non, le parti est dirigé par un seul secrétaire général qui fait l'office du président ad intérim du parti. Et cet homme s'appelle Honorable Augustin Kabouya Chilumba. Moi, j'ai posé la question, comment se porte Augustin Kabouya et Deo Bizibou? Est-ce qu'il se porte bien? Non, mais moi, je vois déjà les yeux derrière votre tête par rapport à la question. Alors, je pense que vous voulez nous amener à nous faire voir qu'il y a des noms qui dirigent les partis de PES. Non, c'est là que je voulais balayer à la revers de la main que le parti se porte à merveille et les activités du parti, que ce soit sur le plan politique, sur le plan diplomatique, vous êtes en train de voir les chemins faisant par Augustin Kabouya Chilumba, qui est en train de faire rayonner les partis, et le parti qui est en train encore de se confirmer davantage au sein de la population congolaise et aussi dans la diaspora. Vous avez suivi récemment avec les nominations des structures de base du parti à l'extérieur du parti. En tout cas, il y a une vitalité politique de l'action, effectivement, gouvernementale aussi, parce qu'il faut noter ici que l'UDPS est un parti présidentiel qui est parti au pouvoir. C'est-à-dire qu'il accompagne le président de la République et l'action du gouvernement. L'UDPS dirige également la ville-province de Kinshasa. Monsieur Daniel Bumba, qui est lui-même fait partie donc, du candidat présenté par l'UDPS, avait donc été élu. L'UDPS dirige aussi le gouvernement. Madame Suminwa est donc du gouvernement. Mais l'UDPS est également aussi infiltré par les Rwandais. Comment votre parti est infiltré par des Rwandais? Ah oui, pourquoi? Parce que nous sommes ces partis de masse qui tirent ses origines par rapport à ces structures de base. Il n'y a pas un parti bien implanté en arrière-pays plus que l'UDPS. Maintenant, comme vous le savez, nous sommes ces partis qui regorgent toutes les tendances sociologiques et géopolitiques. Ah bon? Ce qui veut dire qu'à notre sein, il y a aussi d'autres camarades
qui sont en mèche avec les Rwandais et les Rwandais, et puis qui nous infilent. Effectivement. Au sein de l'UDPS, il y a des... Effectivement. Mais oui. Comme qui, par exemple, juste un petit nom. Non. C'est question seulement de les voir par rapport à leurs œuvres. Pourquoi? Parce que, vous savez, même l'ennemi qui combat la RDC, oui, la première cible à combattre le chef de l'État, qui est l'émanation issue de l'UDPS, c'est d'abord déstabiliser son parti. Parce qu'on sait qu'avec son parti, c'est l'arrière-base, la plus capitale et la plus importante par rapport à son action politique et gouvernementale. L'UDPS est un parti exemplaire. Aujourd'hui, à travers la République, l'UDPS montre un très beau visage. Hein? C'est un parti ordonné, organisé. Non, monsieur. Un parti qui prône des valeurs. Très cher journaliste, il ne faut pas nous vouloir nous investir en casquette des anges. Donc l'UDPS c'est une œuvre humaine. Et dans une œuvre humaine, il y a ce qui est parfait et ce qui est imparfait. Alors, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, parce que nous savons que, d'abord, nous sommes de ceux qui ont milité pendant plus de 3 décennies à l'opposition. Alors, ça veut dire que nous avons, en tout cas, des gens de toute espèce et de toute tendance, et de toute catégorie. L'UDPS dirige le gouvernement. Madame Soumina Toulouka, l'UDPS dirige la ville de Kinshasa. Effectivement. Aujourd'hui, si vous devez donner un pourcentage à Madame Toulouka, sur le 100%, vous donnerez combien? Bon, au gouvernement? Non, je pense que jusqu'ici, si vous me demandez, moi, de lui donner quelques pourcentages, je dirais qu'elle est à 80% de sa réussite de son action. Ah bon? Ah mais oui. Je prends les cas. Parce que la politique... Il y a 20% qui ne marche pas encore. Mais oui, effectivement, parce que... Mais c'est qu'est-ce qui ne marche pas? Elle est humaine. Dans les 20%. Elle est humaine. Dans les 20% là? Non, c'est-à-dire qu'elle a trouvé le pays dont dans les secteurs vitaux de la vie publique, d'autres peinaient à se relever, à se mettre au service de nos concitoyens. Et c'est ça sa bataille. Voilà pourquoi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, très chers journalistes, comme vous le savez, nous sommes un pays en guerre. Mais vous allez voir que les cadres macroéconomiques de notre pays et les taux d'échange est bien maîtrisé par rapport à des prouesses que vous voyez même le FMI qui continue à être toujours vraiment, qui collabore étroitement avec les gouvernements. Pourquoi? Parce que nous sommes quand même de ceux dont nous pouvons bomber notre poitrine, que nous sommes des bons élèves, qui font quand même de bons résultats. Ah bon? Et comme vous le savez, mais oui, les institutions de Bretton, comme vous le savez, ils ont leur manière de voir les choses. Vous parlez des prêts, les prêts du FMI. Même si que ce soit ces prêts, mais pour que ces prêts-là vous parviennent, endettement. On doit vous voir. Endettement. Non, mais ce n'est pas même... Bon, d'abord, moi, je ne parle même pas d'abord de ça, mais je voulais tout simplement de vous faire voir les notes qui sont positives par rapport à l'encadrement des disciplines financières qui est institué au sein du pays. Et vous êtes en train de voir que les salariés touchent leur salaire au moment et au temps convenable. Vous êtes en train de voir que les pilotages de projets, je prends le cas, par exemple, la rocade qui continue à faire son chemin. Un policier. Non, mais vous-même, vous avez su qu'il touche $500 américains. Pardon? $500 américains. Un militaire touche $500. Ah, mais oui. Mais est-ce que c'est un tabou? Ou vous-même, vous le voyez, monsieur, comment ils exhibent leur salaire à la public. Non, attention. Très cher journaliste, vous ne pouvez pas inventer la roue. Attention. La vérité, la réalité, que depuis le Conseil des ministres tenant, il a été convenu avec le ministre des Finances que les soldes de nos militaires au front devront être augmentés. Donc, jusqu'ici, au moment où nous sommes en train d'élaborer avec vous cette émission, un militaire congolais touche $500 américains. Un militaire congolais? Effectivement.
les hauts placés, ceux qui non, sont mais dans les dépendamment rangs, de leur hiérarchie, parce les que caporaux. d'abord, une armée que nous voulons, que cette armée soit une armée dissuasive, c'est une armée qui compte à son sein les hommes des troupes. Et pour le moment, la République démocratique du Congo, par rapport à tout ce que nous connaissons avec vous, les enjeux dans notre pays, la convoitise qui subit notre pays, alors nous voulons d'abord mettre en santé positive à ces hommes de troupes qui sont au front pour l'intégrité territoriale de notre pays et la respectabilité de notre souveraineté. Donc les militaires et les policiers qui habitent à Kinshasa, tous ceux qui vous suivent aujourd'hui à travers la République démocratique du Congo, tous les militaires qui sont à Kisangani, qui sont dans la Chopo là-bas, qui sont dans les Baouilé, ou encore dans les Kalemi profonds là-bas, tous ces militaires-là, chaque mois, sous leur compte, tombent $500. Mais je n'invente rien, très cher journaliste. Les militaires qui vous suivent, les enfants des militaires mais qui vous écoutez, suivent là, moi je vous dis cette vérité. D'ailleurs, $500. les familles des militaires sont prises en charge par le gouvernement. Parce que moi, je ne viens pas sur votre plateau en train de rencontrer les racontards. Non, non. Si c'est vérifiable, vous pouvez prendre votre micro, allez-y dans les camps. D'ailleurs, vous avez suivi les commandants des gardes républicaines, très chers journalistes. Il vous a bien dépeint la condition de vie qu'ils sont en train de mener avec leurs dépendants. Ah bon? Mais est-ce que c'est moi qui a dit? Parce que, mais vous avez suivi M. Frahim, le commandant des gardes républicains. Johnny Luboya, en Ituri, vous l'avez suivi également? Je lui ai suivi. Johnny Luboya. Je vais vous rappeler ce qu'il a dit. Johnny Luboya a dit ceci. Les militaires mangent 15 jours sur 30. C'est-à-dire, au lieu qu'une personne mange du 1er au 30, eux mangent du 1er au 15. Les 15 jours restants, ils ne mangent pas. Vous comprenez? En d'autres termes, leur ration ne suffit pas à tenir les 2 bouts du mois. Johnny Luboya a dit ceci. Les militaires qui meurent au front, leurs femmes qui restent des veuves et leurs enfants des orphelins, ils ne reçoivent pas les salaires de leurs pères décédés au front. Donc les veuves sont en train de souffrir et cette situation est en train de déstabiliser et même en train de décourager les troupes qui sont au front. Il y a des régiments qui devaient avoir 1500 policiers, 1500 militaires, 1000 militaires, mais qui ont à peine 200, 300 militaires. Et pourtant, c'est dans une zone opérationnelle. Il s'est beaucoup plaint à ce sujet des finances qui sont décaissées et qui n'arrivent pas là-bas sous les opérations militaires, le terrain des opérations. J'ai suivi aussi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai suivi aussi le porte-parole de l'armée. Sylvain Tigné. Qui a mis au vu de toutes les Congolaises et Congolais, la réelle situation qui se passe sur le théâtre des opérations. Ah bon? Le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo nous a dit il fallait effectivement donner des chiffres exacts et des précisions dans les dires du gouverneur militaire, dans tout ce qu'il avait baladé, à vos micros, avec tes confrères qui sont de l'autre côté. Or, il avait dit, il fallait recenser pour savoir qui est homme de troupes et qui ne l'est pas. Même parmi leurs dépendants. Il faut aussi savoir, inspecter, investiguer, pour savoir qui est la dépendante et qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il a fait sa sortie médiatique, qu'il a globalisé dans une situation, au moment de spécifier les cas. Parce que vous ne pouvez pas se mettre comme ça à donner des chiffres dont vous-même, vous n'avez pas encore recensé, vous-même, vous n'avez pas encore investigué, connaissant tout ce que nous sommes en train de connaître avec vous dans notre armée, et ce qui est et ce qui se passe. Alors, moi, je m'en tiens à ce que les porte-parole de nos FRDC a clarifié l'opinion. Très bien. Vous avez donné 80% à Judith Souminois, dans les 20%, pendant une année. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais c'est ça ce que je dis. Oui. C'est-à-dire que Madame Judith Souminois, la première ministre, chef du gouvernement, elle a trouvé d'autres secteurs
Parce que les politiques publiques est au bénéfice du peuple d'abord. Effectivement. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres politiques publiques qui n'ont pas pu marcher. Comme quoi, selon les projections qu'est-ce qui n'a pas du marché chef de l'État, tout ça, etc. Madame Souminoa, dites-nous. Non, nous voulons comprendre et savoir quand vous côté le gouvernement. Non, mais vous venez par exemple de citer ce qu'a dit le gouverneur militaire, Luboya. Hein, il vous a dit que dans l'effectif, dans l'armée, là où il fallait mettre 1500 hommes, il y a 300 hommes. C'est-à-dire que les chiffres n'étaient pas donnés effectivement de la réalité qui se trouve sur le terrain. Alors, je dis qu'il y a eu quelques déficits quelque part. Okay. Alors maintenant, il faut y travailler. Maintenant, qui y travaille? C'est Madame Souminoa, en tant que chef du gouvernement. Vous avez vu. Il y a d'autres, je prends l'exemple, prenons par exemple dans le secteur éducationnel. Il y a d'autres choses qui a voulu peut-être mettre les bâtons dans les roues à ces grands projets ambitieux de la gratuité de l'enseignement. Est-ce que c'est la gratuité de l'enseignement? Et ce sont des choses... C'est une réforme de Félix Tshisekedi. Non mais... D'ailleurs, ici, c'est une disposition constitutionnelle qui a pris à bras le corps Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est sous Joseph Kabila que cette constitution Non. Donc, la mémoire collective ne peut jamais tromper à un Congolais. Vous le savez, dans l'argent qui a été déboursé dans le trésor public pour la gratuité de l'enseignement à l'époque de M. Kabila a été détourné parmi les griefs qui étaient à charge de M. Matata Mpogno, les 1000 écoles dont l'argent a été tiré de ce trésor public, on n'en avait jamais vaincu ni vu. Et sous Kabila, en tout cas, très chers journalistes, nous sommes Congolais, nous vivons chez nos Congo, il n'y a jamais eu un son de cloche qui parlait sur la gratuité de l'enseignement. C'était seulement les écoles privées. Combien d'emplois créés jusqu'aujourd'hui? Oui, effectivement. Et dans quel secteur? Je crois, le président de la République... il s'est déjà étalé à maintes reprises pour fixer l'opinion et dire à nos populations que l'État ne crée pas, ne donne pas l'emploi, mais crée les conditions d'employabilité. Mais attendez, vous comprenez? Ce n'est pas une contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun État dans le monde qui donne l'emploi, qui se réveille le matin, qui va à la porte de chacun, bon, dit, venez, nous allons vous employer. Non, mais l'État crée les conditions afin qu'il ait l'emploi. Mais la fonction publique, ce n'est pas l'emploi, c'est l'État qui crée l'emploi dans la fonction publique. Non, mais la fonction publique... créer et donner, ce sont les deux mots diamétralement opposés. Ça veut dire que lorsque nous créons, c'est-à-dire nous sommes en train de fomenter quelque chose qui doit être bénéfique à tout le monde. Mais lorsque nous donnons sans pour autant créer. C'est-à-dire que peut-être, comme ce que nous connaissons avec vous, cet adage chinois qui nous ont toujours dit que ne me donne pas du poisson pour manger. Très bien. Mais apprends-moi à ce que je dois pêcher pour avoir. Et que l'État crée des conditions afin qu'il y ait maintenant un taux de chômage réduit. D'ailleurs, le chef de l'État avait fait même un plan. Il avait demandé à nos compatriotes, vous qui avez par exemple des contacts avec des partenaires étrangers, ou qui sait peut-être créer quelque chose, présentez vos projets. L'État verra comment il peut subventionner vos projets. Comment on peut faire à ce que nous puissions créer. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, en termes de ce que vous voulez que je puisse vous dire là, il y a quand même des pourcentages élevés, à peu près, mais je peux vous dire avec les chiffres qui sont donnés, c'est 60%. Pardon? Mais c'est 60%, très cher Dan. Mais les chiffres sont là. Les chiffres sont là. Vous savez combien les agences, 60%. et que les agences qui ont été créées par le président de la République pour favoriser à ce qu'il y ait la façon dont on doit accompagner ceux qui ont les projets, ceux qui veulent réduire les taux de chômage, ceux qui veulent s'appliquer ou s'employer sur le terrain avec le gouvernement. Parce que le gouvernement, ça ne suffit pas, comme vous le savez, même sous d'autres cieux. Le gouvernement, ça ne suffit pas. C'est pourquoi il y a d'autres organismes de soutien qui viennent de manière d'une autre. Voilà pourquoi c'est dans ces conditions-là. Et je crois que l'autre fois, quand Mme Judith Souminoa défendait les bilans au Parlement, il vous avait chiffré. Monsieur Edouard Kabouaï, cadre UDPS Tshisekedi Tshilombo,
Il est aussi Augustin Kabouya, parce que l'UDPS aujourd'hui c'est Kabouya et Deo Bizibou Balola. Alors, Monsieur Edouard Kabouya. Très cher Dan, je vous demande de rectifier. Non, s'il vous plaît, on doit avancer. Ah, mais oui, non, mais il faut fixer l'opinion. Non, on doit avancer, s'il vous plaît. Oui, mais il faut fixer l'opinion pour que, il ne faut pas mettre la confusion ou la cacophonie dans les chefs de l'opinion congolaise. Nous n'en avons pas, très cher Dan, nous n'en avons pas. Deo Bizibou, c'est un groupe de frondeurs. Deo Bizibou, c'est un parvenu à l'UDPS. Deo Bizibou n'était pas connu à l'UDPS. Nous avons eu, nous, à l'UDPS, nous avons eu une rencontre au Congo central. Et c'était pour que nous puissions savoir de qui nous donnerons le pouvoir de diriger l'UDPS pendant l'absence du président du parti par rapport à des dispositions constitutionnelles. Il y a eu le congrès de l'UDPS, qui est l'organe suprême, avait décidé en soi, parce que ce congrès réunit tous ses membres, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du parti du pays. Donc tout le monde, comme un accord, nous avons dit effectivement, aujourd'hui le parti sera dirigé, conduit par Augustin Kabouya Tshilomba, le président de la République, qui est frappé par des dispositions constitutionnelles de ne pas diriger ce parti. C'est Augustin Kabouya qui devra conduire. Et ce Augustin Kabouya, si vous allez au journal officiel, c'est celui qui engage le parti, qui signe au nom du parti, qui traite avec les tiers au nom du parti. Ce n'est pas ce monsieur que vous me citez là. Lui, c'est un parvenu. Voyez-vous, lui, c'est un frondeur. Lui, c'est un... je peux le qualifier en titre même d'être un bandit. Ah non. Ah mais je vous dis la vérité, parce qu'il y a un bandit. Un bandit, c'est celui qui vient, qui tue, qui pille. C'est-à-dire que lui est venu avec la pensée de distraire l'opinion pour faire voir à l'opinion que l'UDPS est divisée, l'UDPS est déstabilisée, l'UDPS n'a pas un commandant de bord, etc. Et pourtant, la vitalité démocratique à l'UDPS, nous les tshisekedisme, nous les tshisekedistes plutôt, j'allais dire, c'est-à-dire, nous savons mieux que lorsque nous avons une situation au sein du parti. Le débat que nous avons, c'est un débat intellectuel. C'est un débat de test. Ce n'est pas de la confusion que ce monsieur veut toujours se mettre dans les têtes des gens, comme si l'UDPS est dans la confusion totale. L'UDPS n'accompagne les chefs de l'État. Jamais. Retenez, très chers journalistes, l'UDPS a un seul secrétaire général, président ad intérim, dont le nom s'appelle Augustin Kabouya. Mais vous avez vu même aux consultations de M. Bérand. Hein? Mais ils ont été tous... Il était venu en tant que secrétaire général adjoint. Ce sont des parvenus sur le Kouyakuya. Ils ont tous les deux été reçus par... Oui, mais ils étaient reçus tous les deux. Qui était son chef? C'est Augustin Kabouya. Et lui, on l'a présenté en tant que qui? En tant que secrétaire général adjoint. C'est clair. Ils ont tous été reçus par le professeur. Et ils ont tous été reçus. Nous tous, nous étions dans cette délégation en tant que parti politique. Ce n'est pas qu'on nous avait reçus en aparté, comme si c'est des personnalités-là qui conduisent. Non, on a lancé l'invitation à l'UDPS de venir aux consultations et le secrétaire général Augustin Kabouya a pris l'exécutif et nous sommes allés. Martin Fayulu qui, au début du mandat du Félix Tshisekedi, il est traité de placebo, pantin, voilà, il parlait de la vérité des urnes. Aujourd'hui, il y a quelques jours, ils ont été reçus, il a été reçu par le président Tshisekedi. Est-ce que c'est la réconciliation entre les deux? Bon, on peut dire aussi en quelque sorte. Pourquoi? Parce que l'opinion a vu à M. Fayulu une évolution. Il a évolué. Et il a compris que la politique est dynamique. La politique n'est pas statique. Et puis, vous ne pouvez pas jamais rester dans les statu quo, clamer quelque chose dont vous n'avez pas de preuves. Mais aujourd'hui, parce que lorsque lui, il dit, est-ce que nous créons les camps de la patrie? Mais les camps de la patrie étaient déjà créés depuis l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi à la mastodonte RDC. Ça veut dire qu'il a compris que la nation est en danger. Lorsque la nation est en danger, qu'est-ce qu'il faut? Il faut enterrer nos haches de guerre. Galvanisons-nous. Il a également proposé qu'il y ait un dialogue mené par la CENCO et les CC. Est-ce que le chef de l'État va accepter?
Nous ne voyons pas à cet angle-là que M. Fayulu a proposé. Pourquoi? Parce que l'unique est la seule personne qui a la légitimité et la légalité de convoquer ses compatriotes autour d'une table pour qu'on en discute les questions touchant la République, ce Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Non pas une autre personne. Or, les CC et la CENCO, qui sont-ils? Ce n'est que des organisations non gouvernementales. Donc ce sont les ASBEL. Okay? En tant que les ASBEL, ils n'ont pas un agenda à imposer aux garants de la nation. Même à propos. Non, non, ils n'ont pas proposé. C'est le président de la République qui peut proposer telle ou telle autre action. Mais néanmoins, regardez maintenant là où frise la complicité, très chers journalistes, que nous sommes en train de dire, niet, M. Fayulu doit encore raisonner 2-3 fois, afin de proposer autre chose que de proposer un dialogue au format du de la CENCO et l'ECC. Pourquoi? Parce que dans les démarches, se cache quelque chose, se cache beaucoup de mystères. Ce sont les panthères de M. Kagame. Mais je vous dis, frère, très cher journaliste, vous-même vous avez suivi. C'est quoi la preuve? Non, mais écoutez, vous-même vous avez suivi. Parce que personne ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Ce n'est ni vous, ce n'est ni moi qui ont su que dans les démarches, il y avait les moyens que M. Kagame avait mis à leur disposition pour que son agenda soit concrétisé. Ah bon, c'est combien? Mais effectivement, non mais c'est M. Fulgence Mouteba, c'est M. Fulgence Mouteba à qui vous devrez interroger, et c'est lui qui a révélé cela, voyez-vous. Donc ça veut dire que dans leur démarche, c'est caché. Et aussi, très chers journalistes, relevons cette question. Si réellement, si la démarche de la CENCO et l'ECC est une démarche salvatrice, oui. Avez-vous entendu un jour, simplement, même pas un jour, une minute, c'est des ASBEL nommés Rwanda et son chef de bande Kagame par rapport à son inauguration dans notre pays? Vous n'allez jamais rencontré, il n'y aura pas de rencontre Kabila Tshisekedi? Non, non, il n'y a pas de rencontre avec le chef de bande. Il n'y aura pas de dialogue. Il n'y en aura pas, très chers journalistes. Les dialogues se font avec les dignes fils de ce pays. C'est comme Fayulu a rejoint son frère. Kagame, c'est pas un Congolais? Qui? Kagame. Et plutôt, Nanga, c'est pas un Congolais? Mais un pantin, Nanga, un placebo. Kabila, c'est pas des Congolais. Mais je vous dis, non mais on n'a pas même pas de Kabila. Parce que Kabila, c'est un sujet rwandais, comme vous le savez. On a été dirigé par un Rwandais. Non, mais effectivement, mon très cher journaliste, 18 ans, dirigé par un Rwandais. Et ce qui est grave, moi, en tout cas, ce qui m'énerve, mon très cher journaliste, laisse-moi vous dire ça, c'est lorsque ce garçon, un Rwandais que nous avons quand même habillé, nous avons quand même lavé, qui a fait surface devant le monde, dont ils sont entrés. Donc pour lui là, c'est comme si c'était la RDC. C'est l'héritage de leur famille au Rwanda. Vous avez la preuve qu'il est rwandais? Mais effectivement, moi qui vous parle, attendez. Quelle est la preuve? Attendez, très chers journalistes, attendez. Oui. Vous savez, nous, à l'UDPS, nous sommes la première force politique qui avait révélé au peuple congolais que ce monsieur-là, c'est un Rwandais. Ah bon? Personne ne nous a cru. Personne n'a... Mais quelle est la preuve? La preuve que vous avez qu'il est rwandais. Mais la preuve, mais vous voulez que je vous donne la preuve? Bien sûr. Mais pourquoi notre compatriote Ngoy Moukena en a révélé sur le toit? Oui, révéler, c'est une chose. Non, mais c'est ça. Et puis, de deux, moi qui vous parle, j'étais ta mission au nord et au sud de Kivu. Okay. Je suis arrivé là où nos compatriotes me confirmaient que regardez là où Kabila est en train quand ils sont venus du Rwanda, chez nous au Congo, avec leur aventure là de la FDL, etc. C'est ça la preuve qu'il est rwandais. Mais, mon frère, vous voulez que nous attestions encore par rapport à quoi? La preuve, c'est nous voulons que nous puissions attester encore par rapport à quoi? Parce que tel que vous êtes là... Une preuve matérielle, pas un discours. Mais preuve matérielle, mais c'est les propres fils biologiques, légitimes, de Mzee Laurent Désiré Kabila, notre frère, vous confirment
Nous n'avons jamais eu un frère guénois de Kabila, Kabange, qu'on a ajouté au Katanga chez nous ici. Le propre fils de Moussé, parce que moi qui vous parle, j'étais avec Étienne, son fils Kabila, qui est ici. Quand on l'avait arrêté en Afrique du Sud, on l'a mené jusqu'à Luanda. Nous sommes de ceux qui sont partis pour voir la vraie version sur cette histoire. Et de deux. Mais ce qui a causé la mort de notre compatriote, vous le savez, il a révélé ça au-dessus de tout le monde. Et puis, comment leur démarche a été concoctée? Alors nous demandons, nous, la première, c'est déjà ça de preuve. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, Ibrahim Kabila clame toujours fort, si réellement si tu es fils de notre papa, allons à l'Aden, qu'on sache effectivement le sang qui coule dans tes veines. Est-ce que c'est le sang kabiliste ou c'est un sang rwandais qui est venu quelque part? On nous a révélé avec vous, noir sur blanc, Sifa n'a jamais mis au monde un fils appelé Kabila. Des preuves à non légion. Moi qui vous parle, en 2011, j'ai risqué à laisser ma peau. Nous sommes sur le 24 novembre, à côté de Kanufungula. À cette époque-là, en 2011, comme nous étions dans des fièvres électorales, il y avait une seule émission, aujourd'hui comme entre les lignes, que tout le monde suive. Cette émission-là s'appelait Soutien Tshisekedi Mulumba. Et c'était à la chaîne de M. Roger Lumbala, RLTV. Dont ton frère Babi Balokona, Eliezer Ntamwe et le ministre honoraire Ndeko Basile, qui animait cela. Moi, dans les débats avec ces kabilistes, il y a un d'eux qui me confirmera cela. Mais comme ils avaient besoin seulement de ça. Non, à des côtés. Voyez-vous? Et le débat, le sujet même qu'on avait ce jour-là, c'était l'article 10 qui parle de la nationalité congolaise qui est une exclusive. C'est-à-dire que s'il faut aller sur ces terrains-là, en tout cas, les preuves sont légion. Mais d'abord, est-ce qu'aujourd'hui, très cher Dan, avez-vous encore besoin de preuves? N'avez-vous pas vu l'allégeance qu'a fait le Messie à son frère, à son oncle Kagame, pour créer leur monstre, FCM 23? Est-ce qu'il y a encore des preuves là-bas? Avons-nous des preuves? Qui est ce Congolais-là? Qui est ce Congolais qui a un jour pris l'arme pour tuer son frère? Si ce n'est qu'on prend les marionnettes, le pantin, pour qu'ils concrétisent leur projet. Il n'y a plus encore à rêver des fois si la nationalité doutait de ça. D'ailleurs, nous sommes dans cette quintessence de la démarche qu'elle doit obligatoirement retirer notre carte d'électeur en tant que Congolais parce que lui n'est pas Congolais. C'est clair. Merci bien, monsieur Edouard Kabouayi, au cadre de l'UDPS Tshisekedi. Très bien. On poursuit cette émission, monsieur Edouard Kabouayi. C'est justement là le processus de Washington. Washington qui est en train justement de vouloir négocier d'une part avec la RDC et d'autre part avec le Rwanda pour aussi pour un accord sécuritaire et un accord économique. Aujourd'hui, c'est quoi l'avantage de Washington? L'avantage de Washington, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Parce que dans ces partenariats, aucun pays du monde ne se suffit seul. Voilà pourquoi nous sommes tous membres des Nations Unies. À cet objectif-là, nous avons signé cette charte-là. Ça veut dire que les pays entretiennent des relations bilatérales, multilatérales et des coopérations d'une manière avantageuse à chaque pays. Et nous... Et le Rwanda, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette... Pourquoi les États-Unis ont approché également le Rwanda? Bon, peut-être les États-Unis, dans leur démarche, ils pensent que les ressources minières de la RDC ne peut exacerber si souvent les morts de ses concitoyens. Comme vous le savez, Rwanda n'a rien. C'est un pays pauvre, à l'indice de pauvreté à l'outrance. Mais ce pays-là, il se tire de butin à partir de la RDC. Or,
les pays voisins que nous sommes, parce que le Rwanda reste toujours notre voisin éternel, qu'est-ce que nous pouvons faire pour en sortir dans des situations de crise intempestive dont le sang congolais continue à couler, qu'il y ait un partenariat dont nous voulons la paix dans notre pays et que nous avons nos minéraux qui deviennent comme source de malédiction pendant que c'est tout un bonheur que Dieu nous a donné. Qu'est-ce qu'il faut faire par là? Bon, mettons-nous d'accord. Mais nous, la RDC, nous avons des conditions préalables. Parce que le deal que la RDC a, ce n'est pas un deal avec le Rwanda. Nous avons un deal avec les États-Unis d'Amérique. Et c'est les États-Unis d'Amérique qui veulent en faire aussi un deal avec les Rwandais. Ils ont posé aussi les préalables pour la RDC. Mais les préalables d'abord, pour nous, la RDC. Oui. Nous vous donnons nos minéraux. Amenez-nous vos industries. Ici. Ici. C'est-à-dire que le produit fini doit être une valeur ajoutée. Et pas seulement nous donner les industries. Ça nous permettra aussi l'environnement de la création d'emplois à nos compatriotes. Et de trois, nous voulons la sécurité. Parce que si c'est une source de problèmes, alors nous voulons la sécurité et la paix définitive, pas seulement définitive, durable surtout. Très bien. La paix définitive et durable surtout. À Doha, on a vu Félix Tshisekedi rencontrer Paul Kagame. C'était il y a quelques mois déjà, alors que le chef de l'État disait qu'il ne va jamais rencontrer son homologue Paul Kagame et que les deux se rencontreront seulement au ciel. Pourquoi est-ce qu'il a rencontré Kagame? Non, mais parce que la diplomatie, il y a ce que nous appelons l'harmonie diplomatique. C'est-à-dire, j'ai ma décision, mais que je ne peux pas te montrer que j'ai ma décision de faire telle ou telle chose. Et puis, la diplomatie aussi n'est pas statique. Elle est dynamique. Elle est dynamique. Et évolutive d'ailleurs. Et voilà pourquoi il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas... non. Entre la diplomatie, il n'y a pas de contradiction. Il y a l'évolution. Il y a l'évolution. C'est ce que tu peux dire aujourd'hui, non? Demain, je peux l'accepter, dire oui. C'est parce que l'homme est appelé à évoluer. Et nous sommes restés mordicus à ce que nous nous sommes dit. Nous n'avons pas besoin de parler avec le pantin. Parce que les pantins n'ont pas des agendas présentés. Ce sont les gens qui vivent du cordon ombilical de leur maître. Et nous voulons parler qu'avec leur maître. Kagame. Et ce qui a été dit, ça a été fait. Et vous avez vu même lors de cette rencontre-là. Mais ce Kagame n'a pas pu regarder les commandants suprêmes des affaires sur le droit dans les yeux. Sur le terrain, la situation, est-ce qu'elle s'est améliorée? Non, la situation ne s'est pas encore améliorée, mais a évolué. C'est-à-dire? C'est-à-dire, leur plan machiavélique a été stoppé. Ils n'ont pas pu continuer. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé la résistance farouche pas négocié avec les de la population. Pendant qu'à Doha, il y a un communiqué conjoint qui a mais écoutez, très chers journalistes, nous avons dit ceci. Oui. Nous avons des processus. Dans cette démarche, il y a le processus de Luanda, il y a le processus de Nairobi. Ouais. Et nous restons intransigeants sur ces deux processus. Parce que le processus de Nairobi a pour objectif, où ça continue tout simplement, et que ces pantins doivent aller au cantonnement, qu'ils le veuillent ou pas. Mais le processus de Luanda, c'était pour que nous mettions une signature dont les deux parties convenaient-nous pour favoriser la paix, rien que la paix. La paix, rien que la paix. On a parlé également des détournements, de tentatives de détournement. Il y a beaucoup de cas. Constant Mutamba, aujourd'hui, il est en train d'être aussi mis en examen par la Cour de cassation. Déjà, les auditions ont commencé. Tentative de détournement. On a parlé du cas de Nicolas Kazadi qui a, lui, dit que nous partageons l'argent avant même que les projets ne commencent.
Monsieur Edouard Gaboy. Effectivement, très cher journaliste, d'ailleurs, Le gouvernement se partage. laissez-moi vous dire que je suis en train d'élaborer, d'écrire un livre. Je suis en train d'écrire un livre à la mémoire de notre peuple, ce vaillant peuple, pour parler sur le détournement des siècles dont a subi notre République, dont notre République a saigné avec l'avènement des tristes mémoires Kabila à la tête de notre pays. Ça vous dit que le détournement qui n'a jamais été, en tout cas, même dans des pays réputés de fraude et de détournement, dit jamais vu, très cher Dan. Et puis vous allez voir aujourd'hui, parce que nous avons besoin, regardez, plus de 250 millions de dollars volatilisés dans un projet qui était bénéfique à notre peuple. Ça, c'est un, de deux. Plus de 15 milliards de dollars. Même Mobutu qui a régné pendant 32 ans n'avait jamais eu une telle fortune. Le paradis fiscaux. Aujourd'hui là, tout ce qui a été au nom de la productivité d'un pays, et nous souffrons d'autosuffisance alimentaire, tout a été privatisé seulement pour un clan. Et aujourd'hui, vous êtes en train de voir comment ce pays a tant souffert. Voilà pourquoi je suis en train d'écrire ce livre-là, dont même des générations futures, ils vont lire pour savoir comment ce pays a été pillé, a été désacralisé, a été enterré. Mais écoutez, aujourd'hui, sous Tshisekedi, Félix, nous avons instauré l'état des droits. Il n'y a pas de détournement. L'état des droits, c'est la justice qui prend au-dessus de tout le monde. Il n'y a pas d'homme fort. Il n'y a pas de détournement. Voilà pourquoi, avec l'inspection générale des finances, avec la Cour des comptes et tout ce qui a été créé pour créer les gendarmes financiers qui doivent contrôler là où vont nos sources, c'est aujourd'hui maintenant que nous sommes informés qu'il y a des détournements, il y a des détournements, il y a des détournements. Et vous voyez, à tous les détourneurs, premièrement, sont interpellés par la justice. C'est que la justice fait son travail. Nous laissons la justice puisse faire son travail afin de nous ramener ce qui a été détourné. C'est comme le cas de M. Kazadi que vous venez en train de dire là. Vous savez, en droit, on a toujours dit. Donc voilà. Donc lorsque vous présentez les faits, il faut avoir des preuves. C'est-à-dire que nous restons curieux. Comme nous étions restés curieux, demandant le président de la Cour constitutionnelle de nous dire la vérité sur notre plus de 250 millions qui a été volatilisé par M. Matata. Et nous sommes curieux encore à soit fait d'ailleurs. Et nous voulons même que ce jugement soit télévisé pour que M. Kazadi nous explique comment, lorsque l'argent des contribuables congolais entrait, premièrement, il faut prendre cela pour se distribuer et puis raisonner après. Nous entendons ce procès. Voilà pourquoi au sein du Parlement, il y a déjà le levé des immunités. Et il doit répondre à la justice par rapport à ça. À faire son jour. Tous ces gens-là doivent répondre, très chers journalistes. L'état de droit n'a pas quelqu'un à blanchir par rapport à cela. Ils doivent répondre. Non, non, dans le cas de Tenongondo, les droits étaient déjà dit. Les droits étaient déjà dit à la justice. Et on avait innocenté le monsieur parce qu'il n'y avait pas les indices de détournement dans le chef de monsieur Tenilongondo par rapport au grief à sa charge. Mais le reste, d'ailleurs, c'est là que je félicite même M. Constant Moutamba, à qui a présenté un bon projet de la nation, c'est-à-dire comment, ce qu'il a appelé si c'est un tribunal financier ou quoi là. Effectivement, nous avons besoin de savoir où part notre argent. Et lui-même, il est dans une affaire sale là. Non mais bon, écoutez, voilà pourquoi je vous dis qu'il faut saluer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ce qu'il dit avec notre avènement de l'état de droit. Tu peux être ministre en fonction dès qu'il y a les indices, tout simplement, de détournement, mais tu dois que répondre, parce qu'il n'y a pas un homme fort dans un état de droit. Tous nous sommes, en tout cas, dominés sous la loi. Alors, chacun doit répondre par rapport à sa charge. La ville de Kinshasa, comment vous trouvez la gestion de Daniel Bumba? En tout cas, moi je dirais bravo à notre
au cadre du parti, M. Daniel Mbumba, il a fait là où ses prédécesseurs n'ont pas fait. Mais aujourd'hui, très chers journalistes, ne nous voilons pas la face. Vous voyez que Kinshasa est devenu un chantier. Ah bon? Les routes sont en train d'être construites. Les affartages sont en train... Et d'ailleurs, nous, ce n'est pas même les affartages tout simplement. 24 mois pour la construction. Nous, c'est du béton. 24 mois. Nous, c'est du béton. Ce n'est pas quelques bitumes et de goudron qu'on doit nous mettre pour que lorsqu'il y a encore une pluie diluvienne et qu'il y a encore des scandales. Nous, c'est du béton. Vous êtes en train de voir. D'ailleurs, moi-même, je vous dis la vérité, je suis en train de sonner pour respecter ces travaux-là. Et vous constatez effectivement que d'ici là, en tout cas, cette histoire d'embouteillage va terminer. L'insalubrité, l'insécurité, Koulouna. D'ailleurs, non, par rapport au taux de criminalité qu'on en avait. Du temps de M. Ngobila. Du temps de M. Ngobila. Mais maintenant, nous sommes en train d'en maîtriser par rapport à l'opération Dobo. Vous êtes en train de voir, non? Mais on très cher journaliste. Mais écoutez, il n'y avait pas des bandits armés comme on le voit aujourd'hui. Non, papa. Le PPD avait créé des groupuscules de bandits avec des machettes et des armes à feu. Mais moi-même, je suis victime, mon très cher journaliste. Qui était le monsieur là? Les bandits l'appelaient Chalère à l'époque. Et partout là, on était dans l'insécurité totale. Les colons entraient partout. Mais au jour d'aujourd'hui, la situation est en train d'être maîtrisée. Merci. Et les colons savent bien que dès que vous commettez, vous répondez. Dernière question. Monsieur Edouard Kaboayi, s'il y a une chose que vous devez corriger dans la gouvernance du président Tshisekedi, que ça serait quoi? Par exemple, pour finir. L'homme congolais. L'homme congolais. Voilà. Donc, nous devons travailler suffisamment l'homme congolais. En fait, que l'homme congolais arrive à changer sa mentalité. C'est-à-dire qu'un grand défi à la gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi, c'est le changement de mentalité. C'est un combat du jour. Changement de mentalité, combat du jour, même discours. Félix Tshisekedi, tout comme UDPS. Mais nous n'avons pas parlé de Joseph Kabila disait qui n'a pas su changer l'homme congolais. De notre brillante élection aux Nations Unies. Oui, hein, je crois que c'est une très bonne idée. La République démocratique du Congo a été élue. Donc, comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies et aussi également, la RDC a été élue à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Ça, c'est une prouesse diplomatique que nous devons de saluer tout de même. Merci beaucoup, monsieur Edouard Kaboayi, cadre UDPS Tshisekedi. L'homme congolais doit être changé. L'homme congolais doit subir une métamorphose, un changement profond, un changement radical. Nous devons devenir une nation civilisée parce qu'aujourd'hui, la RDC frôle beaucoup de choses. Je ne dirai pas les détails, mais vous êtes tous témoins de ce qui se passe. Nous prions qu'il y ait amélioration considérable de la vie et justement des valeurs, que les valeurs aussi puissent être prônées dans l'entreprise. Merci beaucoup, merci à l'équipe qui m'accompagne. Au revoir.